Bonjour à toutes et bonjour à tous pour ce nouveau webinaire Veto Network. J'espère que vous m'entendez. Si d'aventure il y a un problème de son, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Ce midi, on se retrouve pour parler de Vivatech. Visiblement, ça semblait vous intéresser parce qu'il y avait un peu plus de 80 inscrits pour ce webinaire. Alors, je sais que certaines et certains d'entre nous verront ce webinaire en replay parce qu'on est tous très occupés en ce moment avec saison d'été qui reprend. Je vous rappelle un petit peu comment fonctionnent ces webinaires, en tout cas au niveau de l'interface, qui est peut-être pas familière pour tout le monde. Donc vous avez Livestorm, qui est la plateforme que j'utilise. Vous avez un chat où vous pouvez mettre des petits mots. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Moi, je vous le mets ici, comme ça va s'afficher. Je vous mettrai des liens, en fait, dans cette plateforme. Salut Mylène. Je vous mettrai des liens dans cette plateforme au fur et à mesure du webinaire. Salut Franck également. Ne dites pas tous bonjour, parce que même si, je sais pas, j'ai pas regardé combien sont là en live, mais on va prendre du temps pour ça. Donc juste pour rappeler un petit peu, même si je pense qu'il y a pas mal qui savent un peu d'où je viens. Donc je suis Grégory Santaner, donc vétérinaire de formation, Veto Network pour tout ce qui est consultant indépendant en santé animale et en e-santé animale plutôt. Et c'est pour avec ce profil-là que je m'adresse à vous aujourd'hui. Également un Ikoun vétérinaire, donc 2 cliniques près de Lorient. Où je suis praticien manager, et puis Dr Patoun, une agence de création de contenu. Et puis, je vous en reparlerai aujourd'hui dans ce webinaire, également cofondateur de VetIntech, l'association de la e-santé animale. Je crois qu'il y a plusieurs membres qui sont présents, que ce soit Franck qui est là, ou Annick, la présidente, qui est là également, et qui était d'ailleurs aussi dans les allées de Vivatech, donc qui fera peut-être des remarques dans le chat à certains moments. Donc comme je vous l'ai dit, je vous mettrai dans le dans le chat des liens de temps en temps. Donc là, je vous en mets quelques-uns justement pour tout ce qui concerne Veto Network. Si vous voulez aller faire un tour sur les différentes ressources, il y a des podcasts, il y a des replays de webinaires, puisque j'en fais environ un tous les mois. Il y en aura déjà d'ailleurs un l'été, pendant l'été, qui arrivera. Donc je vous donnerai les liens des replays après. Je voulais également faire une petite slide que je fais à chaque fois maintenant. On ne sait jamais si certains sont intéressés par ces éléments-là, des éléments d'éco-responsabilité. Vous verrez qu'on en reparlera là aussi dans le webinaire, comme quoi la tech essaye d'être éco-responsable, pas toujours facile. Et donc, dans ce cadre-là, j'avais fait avec Veto Network en 2022 avec Oco.green, qui est une société cofondée par une consoeur, Manélique de Kersozan, un bilan carbone. Et donc, on voit que ma problématique principale, c'est le voyage aux États-Unis pour aller au CES et au VMX. Bon, faut arriver à composer. Et je vous mets des petits liens à nouveau dans le chat si vous voulez, vous, à votre échelle, à vous, faire un petit bilan carbone simplifié ou un peu plus complexe. Ça peut être intéressant pour voir ces éléments-là. Je passe à la suite avant de commencer. Vous rappelez le replay du dernier webinar qui a eu lieu il y a un mois, donc qui était un webinaire consacré au recrutement et au numérique, qui a eu pas mal de succès parce que le recrutement en ce moment c'est un petit peu le truc. Donc je vous mets le lien dans le chat vers les replays et la chaîne YouTube, et comme ça vous permet de voir. Et je vous mets également donc le prochain webinaire d'été qui sera 10 exemples d'usage de l'intelligence artificielle en médecine vétérinaire. Bon, on va reprendre un sujet là aussi d'actualité. On va faire ça de manière détendue et pas trop approfondie. On en a déjà parlé avec Franck dans le cadre du Off d'Ergon il n'y a pas longtemps. Et je vais reprendre certains de ces exemples de manière accessible idéalement. Là aussi, je vous mets le lien. L'inscription est déjà ouverte. Donc, si vous voulez vous inscrire là maintenant pendant ce webinaire, c'est possible sans aucun problème. Je finis avant de commencer d'expliquer l'interface. Donc maintenant que tout le monde est là, donc comme je vous ai dit, il y a le chat où vous pouvez vous exprimer et il y a surtout une rubrique questions
qui est dans le coin en bas à droite, normalement. Et c'est là où vous pouvez déposer vos questions. En général, pour les webinars, c'est plus pratique, à la limite, d'avoir les réactions dans le chat. Et puis moi, je vous mettrai des liens. Mais les questions, si vous en avez sur certaines des choses que je vais vous montrer, vous les mettez là. Et puis on les traitera à la fin. En général, j'essaie de finir à l'heure, vers 13h30, parce que je sais que chacun et chacune doit retourner à ses activités ensuite. Je souhaitais également vous parler d'un autre événement qui va avoir lieu très bientôt, puisque c'est dans une semaine, mais il y a encore la possibilité de s'inscrire, donc qui est Numanima. Si vous êtes là, on va présupposer que vous vous intéressez à tous ces sujets qui concernent la technologie, l'innovation et donc la e-santé animale. Et donc, Numanima, qui est la 3e édition de l'événement de la e-santé animale organisé par l'association VetInTech, aura lieu à Nantes, donc les 5 et 6 juillet, 2 journées consacrées à la e-santé animale avec des ateliers, des rencontres, la possibilité d'échanger, beaucoup de temps libre pour échanger. Donc n'hésitez pas, renseignez-vous sur numanima.com, allez voir, on a des inscrits encore tous les jours, Annick peut en témoigner, et ça sera un plaisir de se retrouver en vraie vie, on va dire, en vie réelle, la semaine prochaine à Nantes pour discuter de tous ces sujets. On va passer au vif du sujet. Donc, Vivatech, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que j'ai pu y voir? En tout cas, c'est ma sélection, hein. Il y a toujours une part de subjectivité, vous le savez. Donc, ce que je vais vous exposer lors de ce webinaire, un peu réexpliquer ce qu'est Vivatech, même si je pense que parmi ceux qui sont là, il y en a quelques-uns qui commencent à avoir une idée de ce que c'est. Vous décrire les grandes thématiques que j'ai retenues, l'omniprésence de l'intelligence artificielle, quelques outils que j'ai trouvé un peu surprenants pour les entreprises, les robots que j'ai trouvé encore plus omniprésents et peut-être de manière un peu plus mature, je vous montrerai ça. Et puis la santé, j'aurais voulu pouvoir vous montrer plus de choses. Bon, il y a 2-3 trucs quand même que j'ai trouvé assez intéressants et que je vais vous expliquer, mais peut-être un peu moins de santé visible en tout cas que les années d'avant, en tout cas de mon point de vue. Vivatech, donc là, c'était la 7e édition en 2023. Alors, jusqu'à présent, c'était le plus grand salon européen des innovations technologiques. Alors, ils sont très contents parce que il y a eu 150 000 participants à cette édition-là et ça les ferait passer devant le CES qui, jusqu'à présent, bon, alors après, c'est un peu l'histoire de qui a la plus grande dimension, on va dire ça de manière polie. Je dirais que, et je pense que Annick sera d'accord avec moi pour avoir arpenté les 2 salons à plusieurs reprises ensemble. Voilà, oui, Vivatech, probablement qu'ils ont franchi le nombre de participants maximum, mais par contre, en termes de dimension et de taille de l'exposition, le CES reste encore très très au-dessus en termes de quantité de choses à voir. Là, Vivatech, on a réussi à le voir, à voir à peu près tout en 1 jour et demi, 2 jours, on va dire. Le CES, au bout de 3 jours, on n'est pas sûr d'avoir tout vu. Donc voilà. Après, tout dépend de quoi on parle. Mais dans les 2 cas, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut découvrir des innovations, des tendances, ce genre de choses dans ce type de salon. Donc je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, parce que je vois que le nombre de participants peut augmenter, les questions, voilà, si vous en avez à certains moments, n'hésitez pas, ou des remarques, vous pouvez les faire comme ça. Je vous montre un peu le plan qui permet un peu de se rendre compte. Pour ceux qui ont déjà été à la porte de Versailles à Paris, vous avez le hall 1, en fait, le hall principal. Donc, vous voyez qu'il était bien rempli cette année. C'était pas le cas l'année d'avant. Et alors, l'année d'encore avant, c'était encore différent. Et puis, vous aviez même le hall 1 et puis le hall 2 qui était un peu rempli avec le sport en particulier, qui était une thématique particulière. Et puis la passerelle entre les deux où il y avait quelques activités plutôt associatives en fait, hein, de ce côté-là. Donc j'ai passé à ma première thématique qui est sur l'omniprésence de l'IA. Alors comme c'était omniprésent, je vais pas pouvoir vous faire 15 000 exemples, mais je vais prendre quelques exemples où en fait l'IA est tellement intégrée et ça rejoint, Franck, si tu es toujours là, ce que tu avais dit en conclusion de ta partie quand on avait fait le off d'Ergon il y a quelques jours, quelques semaines. Tu avais dit en fait l'IA va disparaître et devenir invisible et c'est un petit peu ce qu'on voit dans ces exemples-là où il est dit que l'intelligence artificielle est là, mais au final, si on était usagé, peut-être qu'on s'apercevrait même pas qu'elle est présente.
Je prends un premier exemple que j'ai trouvé sympa, original, et quelque part l'intelligence artificielle et la voix, il y a beaucoup d'usages très, 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 très nombreux et là, c'est ce qu'on appelle des sondages vocaux. Donc imaginez, vous voyez cet écran, et vous voyez dans le coin à droite de l'écran, vous avez un espèce de petit micro vert et en fait, à tout moment, vous pouvez converser avec, un chatbot en fait, un robot conversationnel et vous pouvez converser pour, en particulier, pouvoir être exposé à des sondages ou des interrogations qui peuvent être de toutes sortes. Là, c'est sur un magasin de vente de vêtements et ça pourrait être, interroger sur le design du site. Est-ce qu'on le trouve sympa? Interroger également sur, une promo ou ce genre de choses et là, ce que j'avais trouvé intéressant quand on regarde des vidéos de démo, quand on regarde la démo sur le stand, c'était que, il y avait la voilà, c'était assez d'habitude, vous arrivez sur un site comme ça, si on vous dit: «Est-ce que vous voulez répondre à un sondage?» Je sais pas vous, mais moi, allez, 99 fois sur 100, je dis non parce que j'ai pas le temps. Là, quelque part, le fait d'engager une conversation sur un mode, résolument, naturel, ça facilite en fait la possibilité de pouvoir échanger et collecter des infos. Il le faisait du coup sur ce magasin de vente de vêtements, mais c'était aussi dans le cadre de sondages de satisfaction client ou ce genre de choses-là, où il pouvait y avoir des choses intéressantes. Et avec un dialogue, vous pourrez aller voir les démos. À chaque fois, hein, vous verrez sur chaque initiative, j'ai mis l'adresse du site internet de l'entité ou de l'initiative. Ça vous permet, si vous voulez en savoir plus, d'aller creuser, d'aller regarder si vous avez trouvé l'initiative intéressante. Donc Vocats, voilà, qui était ce côté sondage réinventé avec la voix. J'avais trouvé ça sympa. Une autre chose où il y avait de l'IA dedans, et ça se voyait pas, c'est Nomade Éducation. C'est une boîte française, qui a été récompensée par de nombreux prix parce qu'on estime que c'est ce qu'on appelle une entreprise à impact. C'est-à-dire que si ça déploie sa capacité à être, au plein, je dirais à bien fonctionner, vous allez, pouvoir améliorer la société, voilà, on va dire ça. Donc qu'est-ce que c'est Nomade? En fait, c'est une application qui va permettre, on crée un compte et on va, pouvoir faire des modules de formation dans différents domaines de toute la scolarité, hein. Ça va il y a des niveaux assez variables. J'avais cru voir qu'il y avait même des cours de type BTS ou de choses, comme ça. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est que il va y avoir de l'intelligence artificielle et des algorithmes pour personnaliser les choses. C'est-à-dire qu'au début, on va faire le point de où on en est, sur quoi peut avoir des difficultés et cette application-là va prendre en main, un petit peu comme un professeur personnel, va prendre en main l'étudiant ou en tout cas l'apprenant pour faire en sorte qu'il puisse, petit à petit, progresser dans les domaines où il a, à son rythme, en revoyant vraiment les points. Donc ça, c'était vraiment intéressant ce concept de personnalisation de l'apprentissage et avec une couche d'intelligence artificielle qui, en fait, quand on creuse sur le sujet, on voit qu'il y en a. Alors, ils le disent quand même. Bon, à Vivatech, je dirais que si la boîte disait pas qu'il y avait de l'IA, elle était presque déclassée. Mais au final, je pense que l'usager, lui, il verra juste bien que c'est pas mal, que ça semble être pertinent pour lui, mais il verra pas forcément ça. Ce qui est intéressant aussi avec Nomade Éducation, c'est qu'ils sont partis au début avec pas beaucoup d'étudiants. Et là maintenant, alors c'est francophone, donc c'est sur la France et aussi tous les pays d'Afrique où il y a un usage croissant. Et là, ils ont passé, je crois qu'ils ont atteint le cap qui s'était fixé des 5 millions d'étudiants, qui est prévu, ils ont même atteint ce cap-là un peu. Donc on a quand même beaucoup d'inscrits et ce côté voilà très suivi, récompensé, financé aussi par la BPI ou ce genre d'organisme qui aide à financer. Donc, voilà pour Nomade Éducation. Je vous incite à aller voir. On est en pleine période d'examen pour certains enfants. Que peut-être que si on avait eu ces outils, ça aurait pu peut-être un jour un Nomade Éducation vétérinaire qui pourrait aider à réviser les examens des UV. Un troisième point où il y a de l'IA et qui est de plus en plus intéressant, c'est tout ce qui est notion d'éco-responsabilité. Alors, je m'aperçois que celle-là de slide, je l'ai ratée. Donc, c'est HelloWatt. HelloWatt, en fait, alors, vous avez vu que c'est le texte de Nomade Éducation.
Et le Watt, en fait, c'est une application qui va pouvoir aller se connecter à votre compte d'énergie, EDF ou le gaz ou GDF ou ce genre de choses, et analyser vos données, les comparer à d'autres bâtiments identiques. Alors pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est essentiellement plutôt pour les particuliers. J'avoue que j'ai pas été creusé si ça pouvait s'utiliser pour des entreprises, pour voir si on pouvait faire des économies pour nos établissements vétérinaires. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'était la collecte de la data et l'analyse qui permettait voilà, d'affiner les choses, de dire vous pourriez faire des économies, et puis un petit peu aussi de gamification avec le côté vous êtes dans les 30 bâtiments, dans les 30 bâtiments les plus économes ou ce genre de choses, et également avec des propositions d'équiper son bâtiment avec telle solution pour essayer de faire des économies. C'est gratuit pour l'usager. Alors, bon, bien sûr, vous connaissez l'adage, si c'est gratuit, c'est nous le produit. Donc, ils utilisent les données pour améliorer les choses, mais j'avais trouvé ça assez intéressant. Je continue sur l'IA avec l'idée, dans la ligne droite de ce qu'avait dit Franck la dernière fois, que l'IA va être pour tous et va être pas invisibilisée, mais va être d'un usage courant. Sur le stand de Google, Google a toujours été très présent à Vivatech. Peut-être que le stand était un peu moins gros cette année, mais il y avait quand même des choses intéressantes. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des choses un peu techniques, mais il y avait aussi des choses dans la vie courante. Alors, je présume, en voyant les messages d'inscription, qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont usagers de Gmail, par exemple, ou peut-être pour certains de Google Workspace avec Google Doc, Google Sheet, qui est un peu le cousin de Teams, hein, en fait, voilà, mais côté Google, chacun a sa famille. Et donc, ils annonçaient l'arrivée de ce qu'ils appellent Duet AI, donc en gros, un assistant à base d'intelligence artificielle qui est un peu l'équivalent de, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de Microsoft Copilot, qui est dans Teams, un petit assistant d'intelligence artificielle qui va faire pas mal de choses assez intéressantes. C'est-à-dire, on a souvent une boîte mail qui est un peu en bazar, hein, pour tous, moi le premier. Donc là, on va ce petit assistant d'intelligence artificielle qui va analyser un petit peu tous les emails qu'on a, qui va proposer de les regrouper, peut-être de les trier, peut-être de dire, bah, il est là depuis long, vous l'avez jamais consulté, ou vous n'ouvrez jamais les newsletters de ça, je vous fais le ménage, entre guillemets. Donc ça, c'est rangé, ça c'est pas mal en fait. Cet assistant il va écrire les emails, c'est-à-dire que vous pourrez dire voilà, j'aimerais bien écrire un mail pour répondre à ce propriétaire pour des nouvelles de son animal. Et donc, au lieu de l'écrire, vous pourrez toujours me dire, mais ça prend pas longtemps à écrire, mais là, ça va vous inspirer. Pour tous ceux qui utilisent les IA génératifs type ChatGPT, c'est exactement ça, en fait, sauf que c'est intégré dedans. L'intérêt, c'est que de ce que me disaient les gens chez Google, il va y avoir une capacité de cette IA à se personnaliser à votre style, parce que je leur expliquais, je leur disais, mais nous, voilà, on est vétérinaire, on va envoyer peut-être, on va parler avec comment dire, un discours un peu médical parfois, et ils expliquaient que voilà, la promesse, c'est que petit à petit, cette IA va se faire à notre style d'écriture et que ça devrait être assez intéressant pour ça. Donc, bien entendu, si c'est capable de rédiger des textes dans un email, c'est capable de rédiger des textes dans Doc, qui est l'équivalent de Word en fait. C'est également capable d'analyser les données dans Google Sheets, donc qui est l'équivalent de Excel, hein. Et là, pour le coup, je pense qu'il y aura des choses intéressantes à aller creuser, à la fois pour analyser des données scientifiques peut-être. Alors là aussi, j'ai posé des questions en disant, est-ce que ça savait analyser des données biologiques, par exemple, et là, il savait pas trop répondre. Par contre, des données économiques, c'est sûr que oui. Donc, par exemple, voilà, analyser des tableaux de reporting sur la économique d'une vétérinaire, probablement que ça sera capable de pouvoir analyser les choses. Et là où certaines personnes, et on va en reparler après, galèrent un peu avec des outils comme Excel, bah, de peut-être juste dire je voudrais que tu me fasses ça et que ça se passe. Et puis, dernier point, tout le monde n'est pas forcément à l'aise pour faire des présentations PowerPoint. Et là aussi, on voit des démonstrations existantes où, au lieu de créer les slides d'une à une, moi le premier, eh bien, on se retrouve à pouvoir dire, voilà, j'aimerais bien une présentation en 10 slides pour parler de tel sujet, qui va dire ci, qui va dire ça. Et ça vous fait pas la présentation, hein, bien entendu, mais ça vous fait déjà une base et probablement comment dire, en l'ajustant un peu, vous aurez gagné du temps. Ça vous fera un premier jet
On en parlait un petit peu avec Annick récemment et qui disait qu'effectivement c'était un bon. Et moi j'ai cet usage-là. Alors ouais, c'est ça, Mylène, c'est exactement ça. Il y aurait alors plus que des mots-clés, en gros, c'est lui dire j'aimerais bien que tu me fasses à partir de compte rendu qui est en pièce jointe. Fais-moi un résumé de 5 lignes pour expliquer à Madame Michu que son animal a telle chose et que j'ai besoin de la revoir bientôt, qu'elle doit nous recontacter. Tu lui dis ce que tu veux et c'est ce genre de choses qui va arriver. De toute façon, normalement, d'après eux, ça arrive fin d'année en France, parce que là, pour l'instant, c'est en test en anglais aux États-Unis. Donc, on va tous assez rapidement être confrontés à ce genre d'outils qui vont vraiment s'imbriquer dans notre quotidien. Ça fera aussi des choses sur les visios, c'est-à-dire que ça sera capable de transcrire, et je vais vous parler d'un autre outil qui est un peu sur cette technologie-là après, transcrire les visios et en faire des résumés, par exemple. Donc, ce qui fera que vous ne serez plus jamais en live pour assister à ce genre de webinar. Parce que vous direz, ah, c'est bon, j'aurai le résumé en 3 minutes de tout ce qu'a dit Grégory Santaner en 1 heure, donc ça sert à rien de venir. Donc voilà, ça va probablement modifier les choses, mais on a des choses intéressantes de ce côté-là. Côté IA, je finirai par les côtés un peu philosophiques et éthiques. On sent que fatalement, il y a des gros enjeux sur tout ça. Et donc, les grands de la tech, là, voilà, on a en haut, on a Google et en bas, on a Meta, donc ex-Facebook, qui disent, voilà, on veut faire des IA qui soient les plus éthiques possibles. On va voir à l'usage, mais c'est sûr que de toute façon, on va utiliser ces outils de manière très fréquente, quotidienne et même invisible. Puis ce sera intégré un peu partout et donc ça sera probablement tellement confortable et ça apportera tellement de convenance que ce sera difficile de s'en passer probablement. Voilà pour l'IA. Donc je redis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans la rubrique questions et je vais laisser à une autre chose où il y avait quelques exemples qui étaient assez sympas et intéressants. C'est pour tout ce qui est alors, RH, comptabilité, mais plutôt voilà, développement des choses en entreprise où à chaque fois, moi, je suis un peu à l'affût. Là, c'est plus la casquette Annie Kuhn et Dr Patoun qui guettent ça parce que je me dis que ça peut être utile pour même nous, vétérinaires, nous fait gagner du temps. Alors, j'ai vu un petit outil qui est assez intéressant, qui ça s'appelle Blink avec 2 i, donc comme le clignement d'œil en fait. Et au départ, c'est un petit logiciel qui est intégré pour voir si on cligne suffisamment des yeux quand on est en visio. Parce qu'il y a eu des études qui ont été faites pour dépister en fait, pour voir si on n'a pas l'œil trop sec. Enfin voilà, il y a des normes dans ce domaine-là en ophtalmo qui font que si on est trop à regarder son écran un peu hypnotisé comme ça peut entraîner de la fatigue oculaire ou ce genre de choses. Vous avez peut-être déjà eu ça voilà, au bout d'une journée un peu intense, que ce soit en ASV ou en veto. Donc au départ, ils faisaient ça et puis grâce à la webcam, ils ont eu la capacité un petit peu à analyser plutôt les postures aussi. Vous voyez sur le petit schéma, on sait tous très bien que dans la large majorité des cas, on a des postures devant nos ordinateurs qui sont pas de bonne qualité. Moi-même, là, je suis dans un hôtel, je suis installé comme je peux, ça va à peu près, mais il y a d'autres fois où on n'est vraiment pas bien installé. On sait qu'au bout d'un certain temps, ça peut déclencher des problèmes. Là, en fait, on est analysé en permanence pour voir si on est à la bonne hauteur. Voilà, là, vous voyez, je pourrais être comme ci, comme ça, je pourrais être trop près de la cam. Tout ça est analysé en permanence pour nous donner des recommandations et si vraiment il y avait des mauvaises postures, voilà, donner des conseils et puis essayer d'améliorer les choses. Donc, ce qui fait qu'en fait, on reçoit un petit rapport régulièrement qui dit, c'est bien, vous êtes mieux posté, vous avez le dos plus droit, ou enfin, vous êtes à bonne distance, ou la table est à bonne distance. Enfin, voilà, toute l'analyse des angles aussi de vue par rapport au regard. Hein, c'est la capacité maintenant à analyser ces images un peu en temps réel. Et donc, vous allez avoir ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient aussi, parce qu'on pourrait se dire, je suis filmé en permanence, c'est pas terrible. En fait, le système est local. Donc, par rapport à la technologie, c'est pas une technologie d'analyse dans le cloud, ce qui fait que on a une sorte et on a également juste des points, c'est-à-dire qu'on n'est pas reconnu en tant que personne. Donc, ça veut dire voilà, le côté, ce que j'ai mis privacy by design, c'est-à-dire qu'ils ont conçu le logiciel pour que ce soit pas non plus un logiciel d'espionnage. Au niveau des résultats,
C'était assez intéressant puisque ce qu'ils annonçaient, alors c'est toujours pareil, hein, faut après explorer, mais ils annonçaient qu'au bout de 3 mois, voilà, d'apprentissage, d'essayer de vous montrer comment vous mieux vous mettre en termes de posture. On avait une réduction, voilà, de la douleur, on avait une réduction aussi voilà, des problèmes, au niveau des yeux et puis alors, le 18% de productivité en plus, je sais pas trop d'où il sort. C'est vrai que voilà, il y a toujours le côté magique. Pour autant, j'avais trouvé le concept vraiment intéressant pour lutter contre le côté sédentaire du télétravail. Probablement aussi qu'ils auraient du gain, ça arrive dans certaines solutions, à dire, bon voilà, ça fait 1 heure que vous êtes posté devant votre ordi, allez marcher 5 minutes, faites des mouvements ou des choses comme ça, ce qui existe déjà dans d'autres solutions. Euh, Ensuite, je reviens, tout à l'heure, je vous ai parlé de Google Sheet et de Excel où effectivement, parfois, nous, on n'a pas de formation initiale forte, les métiers de la santé animale sur ces outils-là. Donc c'est vrai qu'on peut se dire: «J'y comprends rien, même mettre une pauvre formule, j'ai du mal, je galère». Alors des trucs encore plus complexes, c'est même pas la peine et là, il y a vraiment une philosophie dans de nombreux outils maintenant en RH de dire: «OK, on va vous aider à progresser, mais on va pas le faire, à la au fouet entre guillemets, on va le faire de manière, d'abord personnalisée. Vous vous souvenez ce que je vous ai montré avec Nomade Éducation et puis également de manière, plaisante en fait. On va essayer de rendre ça ludique, clair, précis sur l'écran et puis voilà, avec une notion de gamification. Alors vous voyez un petit peu, le petit écran là sur le côté à gauche, on peut gagner des médailles, voilà, c'est toujours l'idée de dire: «Bon, on sait que ça va pas être fun au départ comme matière, donc on va vous faire ça de manière le plus plaisant possible. Donc vous pouvez essayer, il y a des modules gratos sur mendo, .cloud, et aller voir un peu comment ça fonctionne. J'avais trouvé ça l'idée, voilà, d'améliorer un peu les connaissances pratiques concrètes, des membres de son équipe, ça peut vraiment être, intéressant. Alors le seul truc qui m'a surpris dans cette boîte-là, c'est qu'ils ont fait ça que pour Excel. Du coup, c'est très monoproduit et on se dit: «Mais pourquoi ils font pas ça pour d'autres trucs?» Ça dans l'idée, je trouverais ça intéressant. Alors l'autre chose et je vais en parler un peu de manière courte là, parce que c'est probablement le truc le plus intéressant et puissant que j'ai vu de tout Vivatech. Ça s'appelle Zero to One. Ils étaient un petit peu cachés sur, le stand de Adecco, qui fait du recrutement et en fait, c'est un système où imaginez une pièce ou un endroit en tout cas où il y a un entretien entre 2 personnes, avec une caméra en contre-champ de chaque côté, ce qui fait que la personne est filmée et enregistrée et ça va, sur des séquences, de 3, 4, 5, 10, 15 minutes. Ça va être capable d'analyser de manière automatisée les attitudes, les mots et la qualité, on va dire, de la relation entre les 2 personnes qui se parlent. Donc c'est assez fascinant parce que, ça va alors, vous pourrez aller voir les démos sur le site. C'est assez fascinant parce que ça va avoir la capacité, par exemple, à voir, bah, fatalement le temps de parole de chacun. Est-ce que, également, par exemple, à partir de quelle durée de temps on a interrompu la personne? Je ne sais pas si vous connaissez cette stat, mais j'avais vu une étude US sur notre milieu à nous, vétérinaires. Vous vous souvenez, on fait tous alors comment va Kiki? Heu et en général, bah, la personne commence à parler et en moyenne, en tout cas aux États-Unis, un veto, ça interrompait le client au bout de 18 secondes. Donc ça veut dire que alors que si on laissait plus de place, qu'on attendait vraiment qu'il y ait un blanc, que la personne ait fini, probablement qu'on recueillerait beaucoup, beaucoup plus d'informations. Donc ce genre d'outil est là pour faire prendre conscience de ce genre de choses. Ça, je trouverais ça super si, par exemple, en école véto, je sais qu'ils commencent à avoir des cours de ce genre de choses, mais s'ils avaient ce genre d'outils, par exemple, pour suivre leur progression. Alors, il y a ça, par exemple, qui est très simple, mais il y a aussi la typologie des mots employés. Il y a aussi, un truc qui était assez bluffant, la capacité à, quand c'est des entretiens de recrutement, à vérifier s'il n'y a pas eu des moments où la personne a eu un discours, discriminant, par exemple, que ce soit sur le sexe, sur le jeu, sur la couleur de peau, l'origine ou des choses comme ça. Donc il y a ce genre d'outil-là qui est vraiment assez fascinant. Je vous invite à aller voir, que ce soit pour la formation ou sa propre progression en tant qu'orateur, pour le recrutement, pour les ventes. Au début, c'est un outil qui est fait pour évaluer les vendeurs et leur capacité à se connecter avec les clients.
J'ai trouvé ça intéressant. Alors après, nous, l'usage concret précis dans nos domaines, ça sera peut-être pas tout de suite, parce que on imagine mal de mettre des caméras partout dans les salles de consul pour analyser ça, mais je trouverais intéressant qu'on s'entraîne peut-être avec ce genre d'outils. Dernier point que j'ai vu, que j'ai trouvé très intéressant, et d'ailleurs j'aimerais bien mettre ça en place chez nous, chez Anycoon, pour voir en fait, parce que je trouvais l'idée vraiment intéressante, c'est Believe, c'est français. Il y a beaucoup d'initiatives que je vous montre là qui sont françaises, qui est plutôt réjouissant pour le dynamisme de la tech française. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur le fait que on va avoir à terme une dématérialisation de nos tickets de caisse. Ça a déjà commencé, on n'est plus obligé d'imprimer de ticket de caisse. Et là, eux, ils se sont mis là-dessus avec. Alors, vous pourrez tester. Hein, il y a un QR code de test là. Donc, si vous le flashez avec votre téléphone, vous vivrez l'expérience Believe. Et donc, en fait, on a un QR code à l'accueil. Et quand vous allez le flasher, ça va afficher sur votre téléphone sans avoir à charger une appli, de manière fluide, souple et peu gourmande en ressources, le ticket de caisse, ça c'est bien, c'était l'objectif, mais également tout un tas d'autres informations qu'on pourrait fournir, que ce soit d'un appel à s'inscrire à la newsletter de la clinique, une information sur, je sais pas, le soin dentaire par exemple, les réseaux sociaux bien sûr, également l'incitation à déposer un avis Google. Alors, je sais que les avis Google ont mauvaise presse, mais dans la majeure partie des cas, les gens sont très contents de nous, et donc les inciter à mettre des bonnes notes, c'est plutôt protecteur que dangereux. Donc voilà, allez voir Believe. J'appelle ça des tickets de caisse augmentés. Je trouve l'idée très intéressante. C'était pas hyper coûteux en plus, j'ai trouvé, dans le sens où, de mémoire, c'était 30 euros par mois. Donc bon, voilà, entre l'économie des tickets de caisse et la richesse de l'interaction avec les propriétaires, les clients, je pense que ça peut être des pistes intéressantes pour nous. Voilà pour les entreprises. Je vais passer à une autre catégorie de choses qu'en général j'aime bien. Alors, les robots, j'aime bien ça, mais souvent, voilà, faut reconnaître les choses. On est sur des robots un peu gadgets. On se dit, mais à part que c'est rigolo, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? À quoi ça peut servir? Là, je trouve qu'on commence à arriver à une forme de maturité, que ce soit dans qu'est-ce que fait le robot? Vous allez voir, je vais vous montrer deux, trois petites choses, ou que ce soit aussi dans l'accessibilité en termes de prix, entre guillemets. Euh, et donc, il y avait des choses assez intéressantes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il y avait des robots buddy, en fait, des petits robots qu'on voit depuis quelques années. Hein, Annick, je pense qu'on les a vus à quasi tous les salons. Ils sont toujours là, un peu par terre, parfois par deux, par trois. Alors, c'est des robots d'accueil de présence. Ce que j'ai trouvé intéressant là, c'est qu'ils étaient d'abord, ils avaient des fonctions un peu plus déterminées et précises, plutôt que d'être juste un robot marrant à regarder. Donc là, on en voit un, voilà, qui tend des flyers, des choses comme ça. Il y a un usage que j'avais trouvé très intéressant, c'était utilisé pour que des enfants malades et devant rester chez eux puissent être présents en présentiel dans une classe. Parce que là, bon, on voit le petit robot, on voit il y a un écran avec un faciès humain, mais on peut projeter sur cet écran comme une visio, en fait, comme moi là, je suis avec vous, c'est-à-dire la tête de quelqu'un qui n'est pas présent à tel endroit. J'avais vu ça aussi au Mobile World Congress de Barcelone, où il y avait des robots, alors pas ceux-là, mais d'autres, où en fait on pouvait parcourir les allées de ce congrès-là à Barcelone, enfin de cette exposition-là, en étant de chez soi. Alors, moins convivial que d'être là en vrai, mais pour autant, j'avais trouvé l'idée là pour les enfants malades assez intéressante. Donc, des enfants participent comme ça à des cours où ils ne pourraient pas être sinon. Euh, Ce que j'ai trouvé là aussi intéressant sur ce petit robot-là, le prix, alors sans application. Donc, je pense qu'après, il y a des développements, des applis à installer qui ont probablement un certain coût, mais on est sur des prix qui sont pas délirants, quoi. C'est-à-dire qu'on, je dis pas que toutes les cliniques vont avoir un petit robot comme ça, et est-ce que ce serait intéressant, mais on n'est pas sur des choses inaccessibles, puisque là, sur le site, c'est affiché 3800 euros sans appli. Donc, ça veut dire que ces choses deviennent de plus en plus accessibles. Et pour la petite histoire, j'étais surpris d'avoir trouvé une poussette à robot. Là, vous voyez la petite poussette sur le côté qui était rangée. Donc, c'est pour le transporter plus facilement. Donc, ce qui veut dire aussi que c'est pas juste des robots d'expo, quoi. Ensuite, on a les Français de Enchanted Tools
qui eux vont un peu plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont créé, un robot qui s'appelle Miroki et qui est vraiment, un robot personnage, hein. Vous voyez, ça fait un peu personnage de dessin animé. Il a des particularités que moi j'avais jamais vues chez des robots, l'espèce de boule sur laquelle il tient, qui en fait il est en déséquilibre permanent quoi, quand on est tout proche, hein, il bouge tout le temps un peu, mais pas de beaucoup et donc ça lui permet d'être assez, mobile et on n'a pas le côté, ça roule sur des roues, et ça a du mal à prendre les virages. Là, je dirais qu'il peut se faufiler un peu partout et qu'il a une emprise au sol qui est faible par rapport à d'autres robots. Il est très humanisé à travers l'écran, où il peut faire beaucoup de mimiques différentes, être surpris, être content, être, un peu fâché, je l'ai pas vu. Je pense qu'il y a beaucoup plutôt d'émotions positives et il a également la capacité à, saisir des choses. Là, on voit porter, donc les cas d'usage, qui sont rapportés pour l'instant, alors en test, hein, c'est, dans les hôpitaux. Apporter, voilà, un infirmier qui est dans une chambre, tel matos, tel matos, tel matos. Donc pour l'instant, il ne peut que porter les choses, il ne peut pas les mettre dessus, mais je pense que c'est des choses qui pourraient venir, progressivement. Donc vous pouvez aller voir sur le site, hein, ils expliquent toute la démarche qu'ils ont eue, sur ça et c'est assez intéressant. Heu, je vais passer aux derniers robots qui sont peut-être les plus matures. C'est des robots, dont certains sont fabriqués en France, des robots d'assistance avec différentes missions. Le robot Plateau, il rejoint un peu Miroki, mais en un peu moins joli, on va dire. C'est-à-dire, c'est un robot qui peut transporter des choses et les emmener à certains endroits. Donc, voilà, on peut tout à fait dire aller dans telle chambre parce qu'il y a des caméras partout et est capable de faire et aller apporter tel truc ou envoyer le robot plateau dans telle chambre et dire à la personne qui est dans son lit, est-ce que vous pouvez mettre le plateau que je peux débarrasser? Donc, l'idée derrière, c'est de voilà, d'aider, de gagner du temps humain qui n'est pas forcément un temps très intéressant. Le robot a aussi la capacité, on voit, hein, c'est à chaque fois, il y a cette volonté d'humaniser hein, avec ses faciès sur écran, a la capacité aussi à dialoguer, comment ça va, est-ce que vous vous sentez bien, enfin voilà, il y a tout ce genre de choses-là. Il y a ensuite, donc ça c'est le robot plateau, il y a le robot Mobile Lab que vous voyez au milieu et je vais vous diffuser une petite vidéo pour vous montrer un peu, ce que fait ce genre de robot. Hop, on va basculer en vidéo et c'est parti. Donc vous voyez ce genre de robot, en fait, il peut être présent dans des laboratoires. Alors c'est plutôt des laboratoires de grandes entités, hein, de type voilà, labo d'analyse d'hôpital, des choses comme ça. Et il a la capacité, grâce à cette caméra qui vient lire l'environnement, à être assez agile. Alors malgré tout, bien sûr, c'est un robot qui a bien les petites lunettes, des petits visages sympas pour ne pas se faire avoir un tas de métal à côté de soi. Et vous voyez ce robot qui est capable de se déplacer partout sans se cogner dans les gens, mais j'en ai fréquenté sur le stand, c'est plutôt bien fait, qui est capable d'analyser des tubes, voilà, de les transporter, d'aller vers l'appareil d'analyse, et je dirais, voilà, on voit chez le laboratoire IDEX, et je sais pas s'il y aurait la place pour un robot comme ça, mais je suis pas sûr que la valeur ajoutée de nos ASE, puisque c'est analyses chez nous soit majeure et que peut-être on peut avoir en compte ça aussi, ce genre de choses. Donc on voit voilà ce genre de robot là pour l'instant dans des grands labos, mais peut-être un jour voilà, on vendra l'analyseur, on vendra le bras robotisé qui va être capable de dire voilà, vous posez tout ça là et l'analyse se déroule pendant que vous êtes en train de faire autre chose. Donc on est, je vais rebasculer sur la présentation. On est sur ce genre de robot qui commence à être un peu utile. Et le petit dernier, alors qui est pas tout nouveau, hein, pour ceux qui sont un peu familiers des robots. Alors tout ça, c'est des Français, Aldébaran, qui ont pris ça plus ou moins sous forme de licence, hein, parce que c'est des robots qu'on retrouve produits par d'autres choses, mais malgré tout. Et là, en dernier, vous avez sur la gauche le robot Pepper, qui est là depuis des années, c'est un peu l'ancêtre des robots, qui est passé par plusieurs boîtes qui l'ont racheté, et là, il est en licence avec Aldébaran. Ce qui est intéressant, c'est que ce robot-là, pendant des années, il était un petit peu voilà, coquille vide, il était sympa, c'était pas mal, mais c'était pas facile pour dialoguer avec lui. Et là, bah, la révolution, c'est qu'ils ont introduit ChatGPT
dans le robot. Ce qui fait que, vous voyez, il y a des gens qui sont devant et j'ai assisté à des échanges et des dialogues qui étaient, voilà, plutôt naturels, un peu comme vous maintenant si vous discutez avec ChatGPT, et avec, bah, des robots qui peuvent servir de robots d'accueil. «Bonjour, bienvenue, dans l'hôpital, vous recherchez quoi? Vous avez besoin de quoi?» et cetera. Donc là aussi, ça peut être des choses des robots qu'on peut retrouver, dans des instituts de soins, par exemple. Il y a également des cas d'usage dans des galeries commerciales, des choses comme ça qui commencent à exister. Donc je vous invite à aller voir ces robots, les vidéos de cas d'usage, c'est assez intéressant. On n'en aura pas encore tous dans nos cliniques vétérinaires tout de suite, mais peut-être un jour. Et puis, la santé. Alors je dirais que normalement vous êtes, tous là plutôt pour ça. Bon, la santé, c'était pas foufou cette année, par rapport aux autres années. Pourtant j'ai tout fait comme je fais d'habitude, j'ai fait les stands, quasi un par un et j'ai quand même repéré deux trois choses, que j'ai trouvées intéressantes, alors qui sont pas forcément des alors s'il y en a une, c'est quand même une innovation forte et d'ailleurs je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais il y en a une autre qui est pas tellement une innovation, mais peut-être que c'était expliqué, c'était assez clair. La 1re qui est assez intéressante, c'est ce stéthoscope électronique. Alors ça, je dirais que c'est pas forcément fondamentalement nouveau. Là, ce qui était intéressant, c'est que c'était un stéthoscope, de taille quasi normale et vous voyez sur la photo, la cupule du stéthoscope, en fait, où il y a juste ce petit capteur, Bluetooth qui permet, en fait, de basculer tout ce qu'on entend sur une tablette, un ordi, un téléphone, un smartphone, où vous allez, en fait, pouvoir collecter des bruits cardiaques, respiratoires, abdominaux. Ensuite, bah, ces bruits, vous allez bien sûr, pouvoir arranger ça dans votre système. C'est des Indiens qui ont préparé ça, enfin qui ont conçu ça, et surtout ce qui va être intéressant, c'est que l'analyse des bruits, on l'a vu en santé animale, avec Annick là quand on était au CES ou moi quand j'étais au VMX, il y a de plus en plus d'outils, je pense à Wisapet, les Coréens, c'est-à-dire la capacité à analyser les bruits cardio-respiratoires et là même ici abdominaux pour, grâce à de l'intelligence artificielle, pouvoir dire: «Je vous suggère de penser à ci ou à ça», avec des taux d'efficacité qui vont aller en s'améliorant, qui sont déjà pas mal. Il y a également, bien sûr, la possibilité de transmettre ces sons et ces enregistrements à d'autres collègues. Donc quelque part, ce iStat, enfin ce stéto intelligence artificielle là pareil, je vous ai mis le site, vous irez voir. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça veut dire que demain, on peut imaginer que nous tous, praticiens, je dirais, plus ou moins spécialisés en cardio, moi j'étais un praticien généraliste quand j'étais praticien, et ben on pourrait tous avoir, je dirais, une assistance, plus ou moins, humaine, pour ne plus passer à côté de choses ou peut-être, voilà, par méconnaissance, par rapidité. Là, en gros, voilà, on met le stéthoscope, on capte, je sais plus combien de temps il capte, mais on peut aller vite et l'idée, voilà, c'est de dépister les choses plus tôt, et puis, plus efficacement, tout simplement. Donc là, c'est pour des humains, en Inde, hein, mais on imagine assez facilement qu'il y a des choses qui pourraient être déclinées pour les animaux. L'autre chose que j'ai repérée, alors j'avoue que je suis resté longtemps parce que je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais l'idée, ça s'appelle Resolve Stroke, c'est le CNRS qui fait ça. Souvent intéressant le CNRS avec des choses un peu complexes, mais qui ouvrent des voies. Là, l'image que vous voyez, c'est une image, voilà, en imagerie, j'avais jamais vu ça. Alors, je vais essayer d'expliquer. D'abord, c'est pas une imagerie type IRM ou scan, donc c'est beaucoup plus léger. C'est de l'échographie intracrânienne où en fait, ils vont injecter un produit qui crée des microbules et ensuite l'échographe va capter, le mouvement et la vitesse de ces bulles. Alors voilà, un peu l'idée. L'intérêt que a cette technologie d'imagerie, cérébrale, c'est que d'abord, elle est un peu plus facilement réalisable que, scan et IRM à cause de la taille de l'engin et le côté, sécurité, des rayons, enfin tout ça, voilà, le côté lourd en fait de ces imageries cérébrales. Et là, en fait, en plus, le côté, dynamique en fait de ces bulles qui vont à une certaine vitesse, et quelque part, c'est un espèce de Doppler, cérébral, on peut dire ça. Et donc ça permet, en tout cas dans le cas d'usage qu'ils ont, où ils creusent, alors le CNRS, souvent, on est sur de la recherche un peu fondamentale au début, hein, donc on n'a pas forcément l'usage, immédiat.
Mais ça avait l'air vraiment prometteur et intéressant pour non seulement, dépister précocement les AVC, mais surtout dire: «OK, c'est à tel endroit quoi que ça coince», donc avoir la capacité à analyser ça. Alors bien sûr, là, on était sur, les débuts du début en humaine, donc comme quand j'aurais dit que j'étais véto et que je trouvais ça intéressant pour nous, bon, on n'y était pas encore, encore que bien entendu, là, c'est le cerveau d'un rat, donc on est encore sur des usages comme ça. Donc ça, ouais, à suivre pour ceux qui aiment bien les innovations, j'avais trouvé ça intéressant. Et puis, j'ai quand même trouvé une initiative de santé animale un peu technique. Il y avait aussi un fournisseur d'aliments portugais, mais qui avait pas grand-chose de technologique. Et donc, j'ai trouvé dans un coin, planqué, en hauteur, fallait vraiment creuser, creuser sur le stand de KPMG de mémoire. Donc ça, je sais pas ce que ça faisait là. Une litière, connectée qui, s'appelle Petivity, qui est lancée par Purina, donc Purina Nestlé, hein, qui fait le Pro-Plan aussi chez nous. Je suis quasi sûr, vu comment ça c'est que c'est l'ex Tailio qui était la toute première litière connectée qui est sortie dans les années 2015, parce qu'elle ressemble comme 2 gouttes d'eau et c'est le même principe en fait d'une balance, hein, qu'on installe sous la litière et qui va pouvoir mesurer un certain nombre de choses. C'est voilà, seule initiative PetTech, je vous ai mis ça, vous pouvez aller voir un peu comment ça marche. Ça me semble pas avoir innové depuis que ça existait en 2015-2016 et a priori, enfin, c'est pas commercialisé dans nos coins à nous, donc c'était le seul point et du coup, c'était pas vraiment une innovation non plus, mais je tenais quand même à vous dire qu'il y avait au moins une initiative, PetTech qui était visible de ce côté-là. Je finirai comme souvent quand on fait ce genre de choses, des fois on voit des trucs où on se dit: «Mais pourquoi quoi, en fait? À quoi ça sert? Quel est le sens de faire ça?» Alors des fois il y en a un quand même, donc faut quand même creuser, mais en première intention, il y a des trucs, où on se dit: «Mais ça n'a aucun sens de faire ça avec de la technologie». Le premier truc, je pense, qui a été un peu médiatisé, c'est ce scooter volant individuel. Le but étant qu'il soit prêt et efficace pour les JO. Il est fabriqué et promu par le gars, vous savez, qui vole là qui a des gants qui font voler. C'est un Français qui a traversé la Manche d'ailleurs, je crois, ou je sais plus trop quoi ce qu'il a fait. Donc, je comprends l'idée, mais par contre, enfin voilà. Alors, ça vole avec de l'énergie électrique, donc voilà, c'est censé être éco-responsable, mais je me dis que rien que fabriquer ce truc-là, pour juste faire voler une personne pendant pas très longtemps et après, vous voyez, si vous êtes dans des grandes villes, dans des grandes métropoles, déjà la galère de garer les scooters, là, garer ça, je sais pas trop comment on va faire. Donc, à mon avis, à part, ouais, Frankie Zapata, c'est ça, tout à fait. Et d'ailleurs, l'appareil s'appelle, je sais pas, Air Scooter, mais c'est by Zapata, enfin, voilà. Et bon, à part, à l'échelle peut-être de dans un parc d'attractions ou pour vraiment des événements type, comment dire? Les JO ou des choses comme ça, je vois pas l'avenir et l'usage de ça, donc voilà, ce genre de choses, j'accroche pas. Après, je me trompe peut-être et peut-être qu'on volera tous là-dedans dans 20 ans, hein. Ensuite, sur le stand de la Poste, qui est souvent intéressant, on pourrait avoir une image de la Poste un peu vieillotte, et pas très innovante et en fait pas du tout. Ils sont souvent présentes avec, pas mal de startups. Alors il y a des choses innovantes où on se dit: «Ah, c'est pas mal». Ils sont beaucoup aussi dans la sécurité numérique des documents, ce genre de choses. Et par contre, pour la livraison, j'ai vu des trucs où c'est pareil, on se dit: «Mais OK, mais pourquoi?» Alors il y avait sur la gauche, ce chariot de livraison, on va dire, alors qui a l'avantage de fonctionner à l'énergie électrique à 100. Donc on se dit: «Voilà, c'est au moins il y a pas de moteur dedans» et cetera. Bon après, à quoi ça sert? Peut-être dans des grandes boîtes avec le petit chariot qui irait d'étage en étage pour livrer des trucs, faire coursier interne, mais bon, j'avais du mal à voir l'usage de mettre autant de R&D pour ça. Et puis après le cran du dessus, même s'il y a toujours eu, et j'ai relayé d'ailleurs des trucs, voilà, livraison par drone. Donc la Poste est impliquée aussi dans des notions de possibilité de livrer par drone. Il suffisait de lever la tête, je l'avais pas vu au début, et en fait, sur le stand, il y avait des gens qui prenaient des photos vers le haut. Donc, j'ai levé la tête et je suis tombé sur ce drone de la Poste qui pourrait livrer des choses. Donc, ça, c'est pareil, ce genre de drone. Bon, pour les livraisons tout venant, j'ai des doutes. Pour des livraisons peut-être un peu spécifiques, dans des zones accidentées, avec des notions sanitaires,
J'avais vu des drones comme ça pour des livraisons de poches de sang en Afrique, par exemple, dans des territoires isolés. Ça peut-être, on peut se dire que ça peut avoir du sens. Enfin, les 2 derniers peut-être où j'ai dit: «OK, c'est quoi ça?» Et au début, on se dit: «C'est n'importe quoi» et après on se dit: «Pourquoi pas?» Il y a SkyTED, c'est un casque, donc vous avez vu qui sur la bouche en fait, qui est fait pour pouvoir parler au téléphone sans que les gens à côté entendent votre conversation. Donc pour prendre le train très souvent, je me dis que peut-être en avoir un pour le filer à mes voisins, ça pourrait avoir un intérêt, mais c'est vrai que je l'ai pas essayé. Il y en avait pas, on pouvait le regarder, le voir, mais je l'ai pas essayé. Mais c'est vrai que je me dis, voilà, j'espère qu'on va pas trouver un monde où on aurait tout ça sur le museau pour pouvoir parler dans notre téléphone sans être entendu ou sans gêner ailleurs. Et puis, ce que vous voyez sur la droite de l'écran, alors c'est pareil, quand j'ai vu ça, j'ai fait: «OK, l'intérêt de faire une balade virtuelle en parapente, fausse». Alors peut-être pour lutter contre les phobies, pourquoi pas? Et après, c'est vrai que l'idée générale là était, pour faire la promotion, d'un territoire. Vous voyez le slogan derrière. Je sais plus où c'était, dans quel endroit, peut-être des Moyennes Alpes ou quelque chose comme ça. Et donc l'idée, c'était de dire, voilà, sur une foire ou quelque chose comme ça, on peut permettre à la personne de faire l'expérience de ce que serait, pendant quelques minutes, de faire du parapente dans le joli coin, où sont les gens. Et dans ce cas-là, voilà, pourquoi pas? Alors il y avait des ventilos, hein, qui faisaient qu'il y avait la sensation de mouvement. Et je l'ai pas fait parce qu'il y avait une queue qui était très longue et je me suis dit: «Bon, ça vaut pas le coup». Mais les gens qui le faisaient avaient l'air d'être contents de l'expérience, quoi. Donc pourquoi pas sur ce genre de choses. Oui, ouais, c'est une bonne idée, Mylène, pour les handicapés. Je pense qu'il y a pas mal de choses où effectivement, à chaque fois, on se dit: «L'usage est bizarre, mais pourquoi pas?» Quand on détourne et qu'on tourne vers d'autres publics, c'est un bon réflexe de se dire: «Bah, en fait, pour ces gens-là, ça pourrait être intéressant». Il est 13h22, donc j'ai dit que je tenais mon temps. Peut-être vous aurez des questions après, vous pouvez les poser, dans la rubrique questions. Il y a eu quelques réactions, comment dire, dans le chat. Donc les 4 points clés, je dirais, c'est cette intelligence artificielle qui est désormais intégrée, même invisibilisée dans certains cas. Et même là où on ne l'attend pas, voilà, on ne devinerait pas en voir, je dirais, dans l'éducation ou dans les sondages ou dans des choses comme ça, mais il y en a vraiment partout, partout. Très probablement, voilà, parce que bah, c'est à la demande. Il n'y a plus besoin d'être forcément un énorme programmateur, d'avoir une grosse équipe de développement. C'est moins coûteux qu'avant, que ce soit en accessibilité de développement ou en processeur, en fait, hein, pour faire tourner ça. Ensuite, il y avait pas mal de choses dans les ressources humaines. Je vous en ai sélectionné quelques-unes. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça permettait de personnaliser la progression, de faire progresser les gens, les ressources en fait. Et puis la prévention des troubles physiques, je vous ai montré Blink là. Et également, il y avait pas mal de choses sur voilà, le bien-être, que ce soit personnel ou au travail, avec des applications pour dépister, pour prévenir aussi. Donc des choses qui étaient assez intéressantes pour ça. Peut-être des choses à explorer d'ailleurs par rapport à notre profession, puisque on a des difficultés de ce côté-là. Les robots, dont je vous ai parlé, voilà. Et je pense qu'on commence à arriver au-delà du simple gadget, avec des choses où on se dit: «Bah, ouais, pourquoi pas?» Et puis le côté accessibilité technique et financière qui est amélioré. Et puis, dernier point, bah, 2024 et même, un peu avant, je vais en reparler, le côté, Vivatech, donc qui sera en juin 2024. La date exacte n'est pas annoncée, mais en général, c'est vers le milieu du mois. Franchement, je vous invite à venir y assister. Ça fait en une journée, hein, si vous n'êtes pas très loin de Paris, vous arrivez le matin, vous repartez le soir, vous allez en prendre, plein les yeux en vous disant: «Ah ouais, il y a ça qui existe». L'entrée, alors on peut tricher un peu, je le dis ouvertement, là cette année, je me suis inscrit en start-up et je crois qu'en start-up, quand on s'inscrit très tôt, c'est 150 €. Et sachant que, les 150 €, c'est pour tous les jours d'ouverture en fait. Donc du coup, voilà, si vous voulez y aller 2 3 jours, ça fait pas si cher que ça pour un truc, assez intéressant.
Voir en 2024, est-ce que ça va confirmer son statut d'événement numéro 1 en nombre de participants et est-ce qu'il va y avoir la guéguerre avec le CES à Las Vegas qui va redoubler d'efforts pour refranchir les 150 000 participants. Et puis, d'autres événements un peu avant comment dire, ce Vivatech 2024. Alors, beaucoup plus modestement, hein, il n'y aura pas 2400 exposants et comment dire, 12 terrains de foot d'exposition, mais Numanima, donc, dont je vous ai parlé au début, voilà, qui aura lieu à Nantes. En plus, ça sera de la théorie à la pratique avec beaucoup de choses très concrètes pour les praticiens, des ateliers aussi où vous allez pouvoir mettre les mains dans le cambouis. Donc, allez voir sur numanima.com, je vous ai remis ça dans le chat. Il y a quelques infos et on a encore des inscrits tous les jours depuis le début de la semaine et jusqu'à 1 ou 2 jours avant. Je crois qu'on avait dit qu'on arrêtait lundi, mais bon, si vous demandez gentiment, on essaiera de vous accueillir le plus nombreux possible. Et puis, donc comme je vous l'avais dit, autre événement, donc dans un mois, pour l'été, voilà, de reprendre des exemples d'usage de l'IA en médecine vétérinaire pour vous montrer les choses. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour voir un peu à quoi peut ressembler notre futur et si vous avez des questions sur ces outils-là. Je vous remercie. Vous avez été sage au niveau des questions, donc si vous en avez maintenant, n'hésitez pas. Je vous laisse quelques instants pour ça. J'espère que ça incitera certains et certaines d'entre vous à vous rendre à ce genre d'événement. Donc là, comme je vous l'ai dit, il y a donc Humanima la semaine prochaine, Vivatech dans un an. Vous pouvez cocher votre calendrier. Souvent, les places sont accessibles à partir de janvier, si vous voulez vous mettre un petit rappel. Et puis, il y aura également, on vous en reparlera avec VetInTech, il y aura une année un peu particulière en début d'année avec le CES de Las Vegas qui d'habitude est un peu éloigné du VMX à Orlando. VMX, c'est un peu l'AVAC américain qui est le plus gros congrès peut-être du monde, peut-être pas du monde, mais en tout cas des États-Unis, avec une expo qui est souvent très très intéressante, beaucoup d'innovations, beaucoup de nouveautés. Et donc, il y aura la possibilité sur 8-9 jours de faire le CES à Las Vegas et d'enchaîner avec le VMX. Donc, ça devrait être intéressant pour là aussi cocher les dates dans vos calendriers. On vous en reparlera certainement avec VetInTech et moi, de toute façon, avec Veto Network, je vous communiquerai ce qui pourra être vu là-bas. Je vois que certains tapent des petits mots dans le chat, donc peut-être pour dire au revoir ou peut-être pour poser des questions. Donc, je vais vous laisser quelques instants pour taper ça. Je vous remets également, si vous voulez voir, donc là, le fait d'être inscrit à la plateforme Livestorm, l'avantage que vous allez avoir, c'est que vous aurez accès au replay. Vous recevrez un lien dans quelques instants qui vous permettra de revoir tout ce qu'il y avait dans le chat aussi. C'est souvent intéressant. Et sinon, pour tous les webinars précédents ou même pour celui-là, si vous voulez le partager à quelqu'un qui n'était pas inscrit, vous pouvez aller retrouver, je vais le mettre bientôt en ligne sur la chaîne YouTube Veto Network à laquelle vous pouvez vous abonner. Et vous pouvez également retrouver tous les replays précédents. Je vous dis, j'en fais à peu près un par mois pour voir ça. Eh bien, il est 13h28. On a été sage et on a fini en temps et en heure. Donc, s'il n'y a plus de cas d'usage, ouais, tout à fait, Annick. Les cas d'usage de l'IA en santé animale seront présentés à Numanima, des démonstrations des ateliers. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner et vous rejoindre. Vous pouvez, si vous êtes un peu coincé, parce qu'on sait que 2 jours, c'est pas forcément facile, vous pouvez aussi venir une journée. C'est possible. Je vous conseille plutôt le mercredi si vous pouvez. Alors, en l'occurrence, le jeudi, il y a des choses super intéressantes, mais le mercredi, vous avez plusieurs sessions d'ateliers disponibles et vous avez surtout la soirée Numanima avec, je vais réafficher. Vous avez la soirée Numanima avec le speed meeting pour faire connaissance entre nous et puis soirée conviviale où ça permet de beaucoup discuter, échanger, parce que c'est ça aussi le plus intéressant, c'est de partager les innovations. Donc, je vous remercie, je vais vous quitter, vous souhaiter un bon après-midi à toutes et tous, et puis n'hésitez pas à regarder en replay si vous le souhaitez. À très bientôt, et je vais terminer l'événement maintenant. Bon après-midi, au revoir.